je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Je sentais que c'était ça mon appel et que j'étais sur la terre pour faire ça. Là. Oui, je dirais que c'est tout ce qui est au niveau du désir, le fait que la femme a moins d'envie que son conjoint, ça revient toujours. La sexualité est pas perçue comme étant essentielle à notre bien-être en tant que femme. Et c'est un mythe que j'essaie de défaire. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sex toys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Merci beaucoup Marie-Pierre. Tu fais plein de choses, tu fais du coaching à l'accompagnement, à l'épanouissement et au bien-être sexuel. Tu as un podcast qui s'appelle Comme des lapins, les préliminaires, il me semble. Oui. Tu as fait un e-book. Tu es assez présente sur Instagram. C'est ta vie finalement, le coaching, c'est ça? Oui. Absolument. Je te laisse mieux te présenter que moi, voilà, et m'expliquer. Parfait. Avant même tes activités, en fait, j'aimerais que tu me dises qui tu es avant tout ça, d'où tu viens, je sais pas si tu veux en parler, et puis après, voilà, comment t'es venue cette idée, cette envie de travailler dans le domaine de la sexualité. Parfait. J'aime dire que je suis une introvertie plutôt créative. Donc, je pense que ça me décrit bien. Je pense qu'en ligne, je laisse voir un côté de moi qui est plus extraverti, mais je suis clairement une introvertie dans mon cœur. Mais sinon, d'où ça vient? En fait, je te dirais de façon très simple que dans mon ancien couple, en fait, comme je le mentionne très souvent, j'ai vécu une sexualité qui était très inexistante, oui. Et puis, pour moi, ça a été un très grand défi. Ouais, ça a été quand même assez difficile à vivre. Puis, quand j'ai rencontré l'amoureux, j'ai vraiment vu que cette sphère-là de nos vies, en fait, est très mise de côté et que ça a un impact aussi très, très grand sur toutes les autres sphères. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai compris que c'était très important que j'en parle au plus de femmes possible. Et c'est pour ça aussi que j'ai lancé le blog en octobre 2018. Déjà, mon Dieu, ça va faire 2 ans. Ça passe tellement vite. Et puis, en fait, ce que je trouvais, c'est qu'en ligne, je ne trouvais pas de blog sur ce thème-là qui parlait, je dirais, de façon plus inclusive. Je trouvais que ce qu'il y avait en ligne était très cliché, très dans les conseils un peu très hétéronormatifs et ça me parlait pas du tout. Donc, je me suis dit que ça serait bien que je lance le blog. Et c'est comme ça que tout est arrivé, en fait. C'est comme ça que j'ai
j'ai pris mon petit coin du web et j'ai lancé mes services ensuite. Et puis là, comme tu l'as mentionné tantôt, j'ai différentes plateformes. J'aborde ce thème-là de façon très authentique, je pense, parce que je partage vraiment plein de tranches de vie. Et je trouve que c'est quelque chose que les femmes ne font pas en ligne. Il y a très, très peu de femmes, en fait, qui parlent de leur propre vécu en lien avec leur vie sexuelle. Et je pense que c'est important de le faire parce qu'on se sent tellement moins seul quand on entend d'autres femmes qui nous disent ce qu'elles vivent. Donc, je dirais que c'est au cœur de ça que je fais. Et c'est comme ça que je connecte aussi avec les autres femmes qui me suivent et qui me lisent aussi sur le blog. Ok, d'accord. Et ça, c'était du coup il y a 2 ans. Est-ce que ça a mis du temps, enfin, je veux dire, entre cette première relation dont tu me parlais au début et cette deuxième, t'as attendu longtemps après, du coup, le début de cette deuxième relation pour te dire, mais en fait, j'ai quelque chose à dire, j'ai vécu un truc qu'il faut que je partage et il faut que je me renseigne aussi. Ou alors, ça a été assez immédiat et tu t'es dit, ah non, mais la différence est incroyable. C'est pas qu'il y avait un problème avant, mais il y avait quelque chose que j'arrivais pas à exprimer peut-être. Mm-hmm. Oui, je te dirais que ça a été assez rapide, étrangement. Pour certaines penseront peut-être que c'était trop vite. Mais dans le fond, j'ai rencontré mon amoureux quelques semaines après être partie dans mon autre couple. Et je pense que c'est, comme tu l'as mentionné, ça a été tellement une vague de plaisir et une vague de prise de conscience aussi. Ça a été tellement fort que, comme tu l'as mentionné, ça a été pour moi le point central du fait que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle et qu'il fallait que je prenne cette place-là en ligne qui était quand même vide, qu'il y avait très, très peu de femmes, comme je l'ai dit tantôt, qui en parlaient. Donc, ouais, je pense que c'est comme si j'avais le goût d'ouvrir ce chemin-là, d'ouvrir ce sentier-là, d'ouvrir cet espace-là aussi en ligne pour que les femmes se sentent bien, se sentent comprises aussi. Parce que ça, c'est un sentiment qui est très important dans cette transformation-là quand on décide de faire des choix pour se sentir bien dans le fond. D'accord. Et tu penses que c'est quelque chose dont tu aurais pu te rendre compte, même sans rencontrer quelqu'un d'autre? Enfin, tu vois, à travers peut-être juste des recherches ou juste par toi-même, par la masturbation, voilà, en te disant, je suis pas satisfaite. Ou est-ce que tu en parlais avec ton amoureux d'avant? Il y a eu un déclic grâce à quelqu'un. Alors, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Moi, je t'entends tout à fait là-dessus par rapport à une expérience personnelle aussi. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une mouvance en mode il faut se découvrir soi-même seul, tu vois, mais c'est pas forcément évident. Donc, est-ce que tu penses que ça aurait été possible? Sûrement, oui. Tu sais, je suis quelqu'un qui lit vraiment beaucoup, qui se renseigne, qui s'informe. Et c'est certain que j'étais consciente qu'il y avait un problème avant, mais c'est comme si je voulais pas l'avouer. C'est comme si je voulais pas... c'est comme si je vivais un peu dans le déni parce que je voulais pas mettre fin à mon couple. Puis je me suis vraiment rendu compte à la fin que ça ne me comblait pas. Mais c'est bien ce que tu amènes en fait. Puis c'est vrai que ce que j'enseigne aux femmes, c'est de prendre du temps seul avec soi-même, pas qu'elles découvrent. Mais c'est une bonne question en fait. J'ai l'impression que si on est en couple, c'est sûr que ça passe par soi, ça passe par cette exploration-là, mais je pense que c'est vraiment quand on a ce lien fort avec quelqu'un d'autre que ça nous ouvre les yeux aussi sur des choses qu'on n'a pas pu mettre en mots avant. Je pense que c'est vraiment ça. Oui, parce que du coup, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as commencé par le blog, je veux dire, et comment t'es venu à développer finalement voilà, d'un blog à vraiment plusieurs programmes en plus d'accompagnement, de coach sur diverses thématiques.
Et puis le podcast, tout ça. Enfin, comment tu as développé tout ça? Parce que j'imagine que tu avais peut-être une autre activité ou tu étais peut-être encore étudiante avant, en même temps, je sais pas. Mhm. C'est une bonne question. En fait, je pense que ça s'est fait de façon fluide. Les femmes venaient vers moi, puis je pense que j'ai toujours eu comment je peux dire, cette espèce de facilité à être une enseignante, si on veut. Je pense que j'enseigne bien et c'est ce que je fais, en fait. C'est ce qui me parle le plus dans ce que je fais. Donc, pour moi, c'était trop naturel d'offrir cet enseignement-là. Puis, pour répondre à ta question, en fait, quand j'ai lancé le blog, oui, j'avais un emploi à temps plein. Mm-hmm. Donc, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait des études en travail social. J'ai terminé ma maîtrise en juillet 2016. Puis, j'ai eu un emploi d'intervenante pendant 3 ans. Et puis ensuite, moi et mon amoureux, on est déménagé dans une autre ville et je me suis dit que c'était vraiment le temps pour moi de faire le saut, d'essayer aussi de voir si je pouvais vivre en fait de ce blog qui s'est transformé en quelque chose de vraiment plus grand. Puis, donc, en mai 2019, ouais, c'est ça, en mai 2019, j'ai fait le saut, puis je dirais que pour moi, ce qui a aidé, c'est le fait aussi que j'ai fait des choix de vie plutôt simples. Donc, j'ai pas d'enfants, on vit de façon très simplement aussi. Donc, je dirais que c'est un risque, mais en même temps, j'avais déjà des femmes qui étaient là. J'avais déjà fait de l'argent aussi avec le blog. Donc, pour moi, c'était comme la preuve que il y avait des chances que ça fonctionne. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai fait ce choix-là. Et ça fait plus d'1 an maintenant et ça fonctionne aussi très bien. D'accord, ok. Il y a eu c'était quoi le déclic? C'était un nombre de visites sur ton blog? C'était beaucoup de sollicitations, de messages de femmes qui avaient besoin de tes conseils ou qui t'ont même dit pourquoi tu ferais pas, est-ce que tu fais des réunions? Est-ce que c'est juste aussi parce que juste toi toute seule, même si tu n'étais pas sûre de pouvoir en vivre, tu avais envie de te consacrer plus pleinement à ça? Est-ce qu'il y a eu un calcul, tu vois, derrière tout ça? Non, mais un calcul dans le bon sens du terme, tu vois, genre pour en pouvoir en vivre bien. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. En fait, oui et non. J'aurais tendance à dire que dans mon couple, j'en ai parlé avec mon amoureux. On s'est dit que s'il y avait quelque chose, il serait là pour m'aider aussi. Mais vraiment, quand j'ai fait le saut, j'avais juste vraiment le goût et je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Je sentais que c'était ça mon appel et que j'étais sur la terre pour faire ça. Là. Ça a l'air un peu très ésotérique, là, mais je le sentais que c'était ça qui me comblait le plus, en fait. Et j'avais le goût de vivre cette vie-là. Je me suis dit, on va faire le test pendant 3-4 mois, voir comment ça fonctionne. Puis si ça fonctionne pas, j'ai quand même la chance d'avoir d'autres emplois. Et après 3 mois, ça fonctionnait. Donc, mais tu sais, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend du temps. C'est bien de planifier, c'est bien d'avoir des sauts de côté aussi pour si ça fonctionne pas, parce que c'est clair qu'il y a des mois où c'est plus calme. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Par contre, j'ai l'impression que si vous avez le goût de faire ça, si c'est ce qui vous appelle, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, parce que souvent, les gens se mettent plein d'excuses dans la tête, comme quoi ça fonctionnera pas, comme quoi c'est difficile, comme quoi ça fait peur. Ce que je comprends très, très, très bien. Par contre, je pense que s'il y a cette voix-là qui vous dit que c'est votre chemin, je pense qu'il faut le suivre aussi. Puis je suis vraiment de celles qui croient que dans la vie, il faut prendre des chances, il faut qu'on ait confiance. Puis souvent, je pense que la vie nous envoie des signes pour qu'on fasse ce genre de choix-là. Et pour moi, ça a été ça. Ça a été
c'était pas nécessairement planifié. Je m'étais pas dit à cette date-là, je ferai le saut. Mais le fait qu'on change de ville, ça a été comme le timing pour moi de le faire. Et je pense que c'est ça qui... C'est ça qui m'a emmené un peu l'espèce de coup un peu qui m'a permis de faire le saut et de me dire, ben écoute, je vais faire le test, puis si ça fonctionne, tant mieux. Puis sinon, ben j'aurai d'autres options. D'accord, ok. Ouais, enfin ça, ce que tu dis, ça marche pour tout projet, pour Oui, projet perso ou entrepreneurial, c'est hyper important d'oser se lancer parce que enfin ça devient des tripes quoi. oui. Et du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus, enfin, pas qu'à moi, hein, à tout le monde, Oui. les différents accompagnements que tu fais. Donc, j'ai vu que tu avais voilà, un coaching de groupe qui s'appelle Harmonie. Et après, Oui. c'est plutôt des formations, des séances de coaching individuelles, il me semble, Mhm. avec à chaque fois des noms assez inspirants. Voilà, Sereine, déesse, pour Oui. retrouver la déesse qui est en soi, reprendre le contrôle, le pouvoir sur sa sexualité. Mhm. J'ai bien aimé le côté optimisatrice de cette Oui. formation sur le rapport entre cycle et productivité. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Mhm. Et puis après, voilà, tu en as encore un, formation apprivoise ton désir sexuel, et puis après un e-book. Est-ce que tu peux rapidement les présenter, mais sinon, s'il y en a un que tu veux présenter en particulier, voilà. Mhm. Moi, j'avoue, j'ai pas mal de questions sur optimisatrice, mais voilà. Ah, ben si tu as le goût qu'on en parle, ça me ferait vraiment plaisir. Je dirais parce que je pense que c'est la seule formation qui n'est pas nécessairement en lien avec la sexualité. Par Mhm. contre, j'utilise le cycle comme un outil, en fait, avec les femmes que je coach, justement pour qu'elles soient plus en contrôle et qu'elles comprennent mieux ce qui se passe dans leur corps durant le cycle. Donc oui, c'est ma dernière formation. Je l'ai lancée, je crois, il y a 2 mois environ. Ok. C'était au début août, si je me souviens bien. C'est une formation, en fait, très simple. Je l'ai mis en ligne et c'est pour celles, en fait, qui ont le goût de plonger justement dans ce que leur cycle a à leur enseigner. Pour faire ça très court, en fait, j'ai découvert le cycle menstruel il y a peut-être 2 ans environ. Par une mentor qui habite en Angleterre et qui parlait de ce concept-là et qui a vraiment changé ma vie. Ça a l'air très, très gros de dire ça comme ça, mais je le crois vraiment. Pour moi, le cycle, c'est devenu cette espèce d'outil qui m'aide vraiment à gérer ce que je fais dans mon entreprise, comment je gère mon couple, comment je planifie plein d'autres choses. Donc, ça a été pour moi cet apprentissage-là et ça m'a permis aussi de me centrer sur mes besoins, sur la femme que je suis en fait et de m'accorder aussi des pauses parce que c'est ce qu'on oublie souvent en tant que femme. On se sent mal de prendre des pauses, on se sent mal d'avoir des journées où on n'est pas à notre top. Mhm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cycle et qu'il y a des journées où on va se sentir très, très bien, très, très dans notre énergie, tandis que d'autres journées, ça va être plus tranquille, ou on va avoir le goût d'être plus introverti, plus à l'intérieur. Et je pense qu'il faut qu'on écoute ces signes-là, en fait, de notre cycle. Et c'est pour ça, en fait, que j'avais le goût d'offrir cette plateforme-là et ces infos-là à toutes les femmes et à toutes les personnes qui ont des menstruations. Parce que pour moi, ça a été vraiment l'élément qui m'a aidé à ne pas tomber dans le burn-out, à ne pas tomber dans l'épuisement et qui me permet de travailler, de faire tout ce que j'ai le goût de faire, mais à mon propre rythme et de planifier vraiment
mes tâches en fonction de mon cycle et de ses forces aussi parce que comme je l'explique, dans le fond, dans le cycle, il y a plusieurs saisons et pour chaque saison, il y a ces forces-là. Et si on mise sur les forces, donc c'est tellement plus simple, tellement plus doux aussi, je pense, pour nous. Vraiment beaucoup. Ok. Et du coup, en fait, tout ça, tu t'es formé petit à petit toi-même, avant évidemment de reproposer toi-même ces formations-là. Mais du coup, tu te formes où? Parce que une question aussi que j'avais tout à l'heure quand tu disais que tu avais commencé ton blog en octobre 2018, il me semble. Moi, j'avais vraiment cette image du Canada. Tu vois, même pour nous à Sciences Po, en sciences politiques, le Canada, d'autres pays aussi d'Europe du Nord particulièrement, mais surtout le Canada dans tout ce qui est question de genre, de féminisme, et donc du coup, plus ou moins directement ou indirectement de sexualité, était assez avancé en termes de recherche et de communication. Alors après, je sais pas si c'était moi, on me parlait beaucoup de Montréal, mais c'est vrai que j'ai jamais trop recherché à l'époque. Je commence à m'y intéresser, à voir voilà tous ces gender studies par exemple, et aussi du coup ces études sur la sexualité qu'il y a, et que le fait que tu me dises tout à l'heure qu'en fait tu trouvais pas forcément de ressources, pourtant voilà il y a 2 ans, ça m'a un peu étonnée, ou alors c'est peut-être que tu voulais rajouter ta voix aussi, et aussi une autre manière d'aborder le sujet et d'accompagner les gens, et particulièrement du coup les femmes. Tu t'es formée où du coup au Canada, à travers d'autres personnes, comment ça se passe? Oui, en fait, pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a plus d'informations qui sont en anglais. Ici, au Canada, c'est vrai que c'est quand même assez ouvert. Par contre, j'avais pas l'impression qu'il y avait d'autres femmes qui avaient des blogs en français qui abordaient ce thème-là. Donc, je dirais qu'en anglais, ça va, mais en français, c'était plus complexe. Et sinon, je me suis formée, en fait, quand j'ai terminé la maîtrise, j'ai fait des formations en ligne. Donc, j'ai différentes coachs. J'ai une coach qui vient de l'Australie, avec qui j'ai fait deux formations. Et tantôt, je parlais de ma mentor sur le cycle. Je fais une formation avec elle, je pense que c'est de 9 mois, si je ne me trompe pas, où on travaille avec 20 autres femmes pour être en mesure d'offrir ce coaching-là, en fait, sur le cycle. Donc, c'est vraiment ces deux apprentissages-là. Mais sinon, je me forme aussi, je lis vraiment beaucoup. Et je dirais que ça passe aussi beaucoup par mes expériences de vie, par mes apprentissages, par les conversations que j'ai avec plein de femmes. Je pense que l'apprentissage se passe aussi par là. Donc, pour moi, ça a été ça mon parcours, principalement. Ouais. D'accord, ok. Parce que j'allais te demander, du coup, enfin, c'est plutôt une question que je pose à la fin, mais vers la fin, mais c'est pas grave, je mélange tout comme d'habitude. T'as jamais eu peur qu'on te reproche peut-être ta jeune, enfin pas ta jeunesse, mais ta connaissance récente, tu vois, sur le sujet, que tu sois pas forcément encore une experte sur le sujet pour prétendre accompagner des femmes sur le sujet. Est-ce qu'il y a une question sur ta légitimité, un syndrome de l'imposteur, peu importe, que tu te poses aussi? C'est très bien que tu me poses ça. En fait, je me suis jamais placée comme une experte. Fait que déjà là, je pense que ça enlève ce poids-là. Je pense que les femmes me perçoivent peut-être comme une experte, mais moi, je me place pas dans ce rôle-là. Et puis oui, en fait, j'ai eu quelques
quelques sexologues et sexologues en devenir qui sont venus vers moi pour remettre en question, en fait, ce que j'offrais. Et j'ai fait un article sur le blog aussi, si jamais ça intéresse les femmes qui sont là. Parce que ça m'a remise en question. J'ai trouvé ça difficile de me faire dire que j'avais pas ma place. Et pourtant, c'est vraiment très, très clair ce que j'ai fait, ce que j'ai comme formation aussi. Donc, ça s'est fait de façon très claire. Par contre, pour ces femmes-là, de mon point de vue, ça semblait être peut-être confrontant pour elles et je pense qu'elles avaient peur, en fait, parce que je pense que tout ce qui est autour de la sexologie est très comment je peux dire, très normé, très encadré aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelques personnes qui s'improvisent un peu sexologues, si on veut, et ça qui n'est pas mon cas. Et je pense que c'est peut-être avec cette attitude-là, cette crainte-là qu'il y ait des gens qui offrent des services, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Je pense que c'est avec cette attitude-là que ces femmes-là sont venues vers moi. Et ça m'a amené à me questionner. Et j'ai compris aussi que ce que j'offrais était vraiment différent, était vraiment sur une approche très unique, en fait, que j'offre. Et puis non, je pense que le fait d'accompagner les femmes, je leur dis toujours que j'apprends en même temps qu'elles. Elles sont conscientes de cette information-là. Et pour moi, ça n'a jamais posé un problème parce que je pense que tous les coachs, tous les intervenants, on est en apprentissage. Donc, je pense qu'on ne peut pas se mettre la pression de tout savoir avant d'accompagner les autres. Je pense que je fais le travail qu'il faut, que je me forme, que je m'éduque, que je réfléchis vraiment beaucoup. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un obstacle. Et sinon, il y a très, très, très peu de femmes là, qui sont venues vers moi puis qui m'ont remise en question. Je dirais que ça a été surtout... C'est juste que je me posais la question. Oui. Parce que comme tu parles de ton histoire personnelle aussi, même si tu la mets pas forcément trop en avant, mais en tout cas, tu mets ton image à toi personnelle, même ton corps. Où, voilà, on te voit en body pour assumer, pour montrer qu'il faut assumer son corps aussi dans sa sexualité, etc. Donc voilà, c'est vraiment une question que je me pose, notamment dans l'approche que tu as. Et ok, trop bien. C'est encore une fois, c'est un discours qui est hyper encourageant sur le fait de ne pas avoir peur d'oser entreprendre. Tout dépend du discours et de comment on le présente, quoi. Oui. Et je me demandais combien de personnes tu peux accompagner en même temps, puisque tes formations ont l'air hyper complètes, que pour la plupart, elles sont en one-to-one. Et par exemple, la formation DS, elle dure 4 semaines. Voilà, comment tu fais pour t'organiser concrètement dans ta vie et ton boulot? Est-ce que tu sais ta limite, tu vois, ta capacité? Je sais pas combien de personnes max c'est pour la formation en groupe, par exemple. Oui, mettons, pour répondre à ta question de façon très concrète, je dirais que des clientes en coaching pour le programme sereine, je prends 5 clientes par mois et ça, c'est un programme de 3 mois. Donc, voilà. Sinon, pour les formations en ligne, c'est des formations que les femmes font à leur rythme. Donc, moi, je n'offre pas d'accompagnement avec ces formations-là, sauf si elles le demandent. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais sinon, les femmes s'inscrivent et font les vidéos, font le contenu à leur propre rythme. Donc, ça, il n'y a pas de maximum, dans le fond, de femmes qui peuvent s'inscrire. Et sinon, pour le programme de groupe que je suis en train de lancer en ce moment à l'heure où on se parle et qui débute le 24 septembre, j'ai 10 places et ça, c'est pour 3 mois. Donc, je le fais environ 2 fois par année pour 3 mois à chaque fois. Donc, c'est comme ça que j'organise un peu mes clientes
et mes coachings pour l'instant. Ça peut changer. Je dirais que je tends vraiment sur le modèle d'offrir des accompagnements que les femmes puissent prendre à leur propre rythme. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est plus avantageux dans le sens où il y a vraiment un nombre très grand de femmes qui peuvent suivre ce que je fais et j'ai pas besoin d'être là de façon constante avec elles, mais je garde quand même des places pour cet accompagnement-là qui est aussi plus intime, plus personnalisé, donc pour celles qui ont le goût d'aller vraiment plus loin. Ok, d'accord. Et du coup, qui sont ces femmes qui s'adressent à toi, qui viennent te voir? Est-ce que il y a une tranche d'âge particulière ou est-ce que c'est vraiment de tout âge, de tout milieu social, de toute orientation sexuelle aussi, ou est-ce que il y a quelque chose d'une caractéristique qui se dégage? Je dirais que la tranche d'âge se situe surtout entre 25 et 40 ans environ. Principalement des femmes qui ont des enfants aussi. Je dirais que ça amène son lot de défis dans leur vie sexuelle. Donc, c'est principalement ça. La plupart, c'est des femmes hétérosexuelles aussi. J'ai eu du coaching avec quelques femmes qui n'étaient pas hétéros. Par contre, la plupart le sont. Sinon, je dirais au niveau de la démographie, ça ressemble à ça. Les principaux défis, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment en lien avec leur envie, le fait qu'il y a différents blocages, qu'elles ne comprennent pas comment leur corps fonctionne, qu'elles ont ce manque de confiance-là. C'est surtout ce qu'on travaille aussi. Le fait de bien comprendre comment ça fonctionne, comment elles peuvent, comment elles peuvent, oui, elles peuvent prendre ce rôle de femme-là qu'elles ont souvent très mis de côté depuis qu'elles sont des mères, ce qui est un enjeu vraiment que je vois de plus en plus. Donc, principalement, ça ressemble à ça. Je dirais que j'ai aussi quelques femmes un peu plus âgées qui sont venues vers moi, qui sont parties, en fait, d'un couple où elles étaient depuis 25-30 ans. Et puis là, elles se retrouvent un peu dans le vide, à pas trop savoir quoi faire, c'est quoi la prochaine étape, comment ça fonctionne, parce qu'elles ont mis cette sphère-là de leur vie sur pause pendant longtemps. Donc, elles se retrouvent un peu devant toute cette nouveauté-là et elles ont besoin, en fait, que je les guide aussi, ce qui est très bien. Puis c'est ce que j'aime, de voir aussi des femmes qui sont plus âgées, qui viennent vers moi. Puis je trouve ça bien, en fait, parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se transformer, pour être vraiment plus en contrôle aussi. Donc, oui, principalement, je pense que ça ressemble à ça. Et je dois dire aussi que j'ai des clientes qui sont en France, j'ai des clientes qui sont dans la francophonie. Donc, c'est ce qui est bien avec le web, c'est qu'il y a pas de frontières et j'offre des services qui sont en français. Donc, tant que la personne parle le français, c'est tout ce qui est important. Ok, bah, super. Et est-ce que du coup, il y a des problèmes particuliers, ou des thématiques plutôt qui se dégagent principalement, notamment dans la formation, dans l'accompagnement individuel, où là, il n'y a pas de thématique spéciale, tu vois, comme les autres formations que tu proposes. Est-ce qu'il y a un truc qui est hyper récurrent chez les femmes? Oui, je dirais que c'est tout ce qui est au niveau du désir, le fait que la femme a moins d'envie que son conjoint, ça revient toujours. Et là, la femme se demande comment faire pour qu'elle ait plus envie, pour qu'elle développe cette envie-là qui ne vient pas de façon fluide. Je dirais que ça, c'est quelque chose qui revient toujours. Et souvent, ce que je constate, c'est que les femmes sont vraiment dans leur tête. Elles ont tellement de choses à penser, planifier, gérer, qu'elles ne sont plus dans leur corps, qu'elles ne sont plus dans leur sensualité. Et c'est ce qui fait qu'elles sont
qu'elles n'ont plus cette envie-là, en fait. Et c'est souvent cet aspect-là que je travaille avec elles, de revenir vers soi, de revenir vers ses sensations dans leur corps, revenir vers la confiance aussi, parce que quand on finit par dire non à l'autre plus souvent, ça crée cette espèce de cycle d'invitement qui fait en sorte que l'autre n'a plus le goût de venir vers nous parce que ça le frustre qu'on lui dise non, ça joue sur son estime et là, l'autre personne qui a moins d'envie se sent mal, se sent, je cherche le mot, mais je dirais peut-être redevable vers l'autre personne. Donc, ça crée ce cycle-là qui n'est pas très sain, en fait, et sur lequel on travaille pour essayer de défaire ça et de ne pas tomber dans la peur, dans la crainte et dans le sentiment de « il faut que je change les choses parce que l'autre veut », mais plus parce que moi, j'ai envie d'incarner et de vivre cette sexualité-là qui me plaît et qui me fait plaisir aussi. Mais du coup, est-ce qu'il y a quand même, finalement, tu accompagnes les femmes, mais indirectement, tu accompagnes le couple, en fait? Est-ce que Oui. il n'y a pas un moment où parfois tu t'adresses aux deux en même temps? Je parle par exemple dans un couple hétérosexuel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un accompagnement à faire au niveau de l'homme et même voilà, au niveau de la femme de se dire mais en fait c'est normal parfois de moins avoir envie. Faut pas, parce que parfois il y a aussi ça devient une nouvelle charge mentale. Est-ce que de dire à la femme que c'est pas forcément sa faute, sa faute dans le sens où c'est pas forcément parce qu'elle est sous pression dans sa vie, dans son boulot ou pour X raison, mais que peut-être que l'autre peut aider aussi à se rendre désirable. Alors il y a plein de raisons qui font que en tant que femme on peut perdre son désir comme un homme peut perdre son désir, mais c'est souvent quand même plein de petites raisons mélangées et voilà, c'est difficile de régler ça en parlant à une seule personne dans un couple. Comment ça se passe du coup? Oui, c'est vrai en fait, et il y a quelques hommes même qui sont venus vers moi et qui voulaient que je les coach. Je leur ai expliqué que moi, je me concentrais vraiment plus sur la femme. Je pense que mon expertise et ma zone de génie est vraiment sur l'accompagnement des femmes. Par contre, ce que j'invite vraiment les femmes à faire, c'est de partager ce que je leur enseigne, de partager tous les exercices, tout le contenu aussi avec l'autre personne qui est leur conjoint. Et je pense que c'est les femmes, en fait, qui voient le plus de transformations concrètes. C'est celles qui engagent l'autre dans leur couple et qui fait que le conjoint est plus engagé, qui comprend ce qui se passe, qui se sent plus interpellé aussi, qui se sent plus compris. Je dirais que c'est là où ça fonctionne le mieux. C'est certain que moi, je travaille vraiment au niveau de la femme parce que je pense qu'il faut faire ce travail-là qui est plus intérieur, plus introspectif dès le début. Par contre, pour celles qui sont en couple, je les invite vraiment à faire ce travail-là avec leur conjoint parce que je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et si l'autre n'est pas inclus dans ce processus-là, souvent, c'est que ça crée cette espèce de fossé entre les deux quand il y en a un qui se transforme et qui prend conscience de ce qui doit être changé. Je pense que l'autre a le droit, justement, d'être inclus là-dedans et de faire ce chemin-là avec l'autre personne, dans le fond. D'accord. Ouais, évidemment, mais ouais, c'est pas évident de faire les deux en même temps, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, l'un des derniers aspects aussi que dans l'accompagnement que tu fais, c'est la gestion, la création d'une communauté que tu as sur Facebook. Et tu me parlais justement de l'importance de se créer un cercle de femmes. Donc, j'imagine que c'est à travers ça que tu le fais, entre autres. Oui,
Oui. Comment ça fonctionne, pourquoi c'est important, comment tu modères ça aussi en tant que, voilà, plutôt de manière entrepreneuriale, et Mhm. à quoi ça te sert en fait, et comment ça sert les femmes aussi. Oui, pour répondre à ta question, je dirais en fait que j'ai eu le souhait de créer cet espace-là où les femmes se sentent comprises, se sentent soutenues, sentent qu'elles peuvent partager ce qu'elles vivent de façon intime, euh, et que elles se sentent moins seules, parce que en fait c'est ce que j'aurais aimé dans mon ancien couple vivre, parce que je me sentais tellement seule, je pensais que j'étais la seule à vivre cet enjeu-là, ce qui n'est vraiment pas le cas. Et je pense que ce groupe-là de femmes, en fait, permet justement aussi je dirais, cet effet d'entraînement. Cette espèce de motivation aussi à se dire, OK, parfait, on change les choses, on n'est pas seul, on s'entraide, et on voit les autres aussi qui changent et qui partagent différentes tranches de vie. Fait que ça, je trouve ça tellement beau. Je dirais que cette année aussi, je sais que le timing était pas parfait, mais en fait, depuis 2019, qu'on travaille sur une retraite avec un de mes amis qui va être en octobre et qui a 12 femmes, en fait. Et pour moi, ça a été un peu le but de créer ce cercle de femmes, de prendre le groupe et de l'amener dans la vraie vie. Puis d'offrir un peu cette espèce d'ambiance-là où les femmes se sentent bien, se sentent confiantes. Donc ça, c'est un projet qui me tenait vraiment très à cœur et je suis très fière, même si 2020 est un peu complexe au niveau de ce type de projet-là. Donc ouais, pour répondre à ta question, puis ce que ça m'amène, ben en fait, comment je le gère, je dirais que les femmes sont très à l'écoute et sont très respectueuses. Donc, ça se passe vraiment très bien. J'ai pas vraiment de gestion à faire. J'alimente le groupe, je poste du contenu. Donc, je partage plein de choses, mais j'ai pas vraiment de gestion à faire, là. Les femmes se tiennent très, très bien, en fait. Oui, parce que Puis, non, mais je quand je dirais, dis oui. question, c'est pas forcément modération, évidemment. Mhm, Je pensais pas spécialement aux problèmes qu'il pouvait y avoir dans ce genre de cercle, mais plutôt non, le fait que voilà, est-ce qu'il faut que tu alimentes régulièrement le contenu? Est-ce qu'en plus, comme c'est un mhm, Facebook, c'est pas avec différents channels comme sur un truc genre Slack. Donc du coup, ça peut partir parfois dans tous les sens. Parfois, il faut réanimer, relancer des discussions ou pas. mhm. Est-ce que c'est puis après autre chose, est-ce que c'est que tes anciennes et tes clientes actuelles, ou ça peut aussi être, par exemple, oui, juste une personne qui n'a pas forcément envie de tout de suite s'engager dans une formation, qui est en pleine réflexion et qui veut peut-être juste en parler avec d'autres femmes. Est-ce qu'elle peut intégrer la Mhm. communauté ou pas? Oui, oui, oui. Oui. Donc, il n'y a pas de restriction. Tant que la personne s'identifie comme femme, moi, j'accepte en fait qu'elle se joigne à notre groupe. J'ai des anciennes clientes, oui, mais pas que, ouais. Ouais, excuse-moi. Quand tu dis qu'elle s'identifie comme femme, ça veut dire que du coup, tu acceptes les femmes transgenres? Oui, en fait, si la personne s'identifie comme femme, c'est ça, exactement. Donc, il y a probablement des femmes trans. Je veux dire, tu sais, les femmes trans ne s'affichent pas toutes comme étant des Bien femmes sûr. trans. Donc, évidemment, mais je fais le tri parmi les personnes qui m'envoient des demandes. Je dirais que je reçois quelquefois des demandes d'hommes que je refuse. Mais sinon, la plupart du temps, là, les femmes comprennent très bien, puis ça se passe bien, là, ouais, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a... moi, je t'avoue, hein, j'ai un peu du mal, c'est personnel, hein, avec voilà, les groupes que de femmes, que ce soit pour parler de Mhm, sexualité d'entrepreneuriat ou de peu importe le sujet. Je sais que c'est hyper important qu'on soit soudés, qu'il y a un esprit de sororité, qu'on mhm. qu'on travaille nos réseaux comme les hommes le font depuis des centaines d'années.
et en nous excluant d'ailleurs. Mais justement, moi, j'ai envie d'aller contre ça, contre ce côté genré. Mhm. Mais qu'est-ce que pour toi, est-ce que c'est une étape nécessaire de passer par ce cercle que de femmes? Est-ce qu'un jour tu penses pouvoir l'ouvrir ou non, voilà, tu sais pourquoi tu le fais et pourquoi tu es content de rester qu'entre femmes? Ouais, c'est une excellente question à laquelle j'ai pas nécessairement réfléchi de façon très profonde. Je sais qu'il existe déjà des groupes d'hommes et de femmes qui parlent de sexualité. Euh, et les commentaires que je reçois, je dirais que les discussions sont moins en profondeur, j'ai l'impression que pour certaines femmes, c'est un blocage de savoir qu'il y a des hommes qui les lisent, qu'elles ne s'ouvrent pas autant qu'elle le ferait si elle était seulement entre femmes. Donc, pour moi, ça prouve qu'il y a ce besoin-là de se retrouver. Donc, ça a été pour moi, c'est un peu ce qui a fait en sorte que j'ai décidé que c'était seulement que des femmes. Si je vais l'ouvrir, pour l'instant, c'est pas dans les plans. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui offrent des groupes pour les hommes et les femmes qui le font très bien. Donc, ça comble ce besoin-là. Mais je comprends ton point de vue, je comprends en fait, puis je pense que c'est toujours une réflexion qui est importante. Il faut qu'on se pose la question. Mais pour moi, même en tant que en tant que femme, je me sentais plus à l'aise d'ouvrir ce groupe-là à seulement des femmes. Que l'ouvrir à d'autres hommes. J'avais besoin de cet espace-là. En fait, je l'ai fait aussi d'abord pour moi. Et c'est devenu, en fait, le groupe qui appartient à toutes les participantes. Mais oui, je pense qu'à la base, j'avais besoin de ce sentiment de sécurité-là aussi. Donc, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai fait ce choix-là. Ok, bah super clair, hein. Non, mais il n'y a pas de. Enfin, je suis pas contre ce que tu dis du tout, hein. C'est juste. Oui, oui. Voilà, je me pose la question à chaque fois. J'avais déjà entendu ces raisons-là et je Mhm. les comprends. Et en fait, à chaque fois, bah, forcément, ça m'attriste plus qu'autre chose. Je me dis qu'il faudrait qu'on ose, qu'on essaye, qu'on se force, mais on ne va pas se forcer encore plus sur une nouvelle chose. Donc, Mhm. si Ouais. ça aide, en tout cas, de le faire entre femmes, en tout cas, au moins sur la sexualité, c'est autant essayer, quoi, clairement. J'ai une autre question sur, du coup, un peu la dernière offre, la dernière activité plutôt que tu as. Mhm. C'est le podcast, Oui. alors qui s'appelle comme des lapins, les préliminaires. Je t'avoue que Mhm. j'ai été étonnée par le mot préliminaire. Est-ce que tu peux m'expliquer le titre et puis après, sinon, pourquoi tu as décidé de faire un podcast? Est-ce que c'est pour toi, pour ta personne, pour ta curiosité et la continuité de ton apprentissage et le partage de celui-ci Mhm. ou pour d'autres raisons. Oui, je dirais que le titre a été trouvé par une femme de ma communauté et je l'ai trouvé parfait parce que pour moi, c'est comme si ce podcast-là met la table, prépare un peu comme le ferait des préliminaires. En fait, prépare les femmes à cette transformation-là. Et tu sais, pour moi, c'est comme, je le voyais un peu dans une continuité de les femmes s'éduquent, s'informent et puis par la suite, vont vivre leur sexualité de façon plus épanouie. Donc, c'est un peu comme ça que je le perçois. Et sinon, pourquoi j'ai lancé le podcast? C'est une excellente question. En fait, j'adore mettre au monde différents projets. Donc, évidemment, pour moi, c'est intéressant. Je dirais qu'au début, j'avais un peu une crainte. Je me demandais si les gens allaient être intéressés, si il y allait avoir des écoutes. Et oui, c'est le cas, en fait. Fait que je suis vraiment très heureuse. J'ai fêté le premier anniversaire du podcast le 16 mai, donc ça fait déjà plus d'un an. On est à 78 ou 79 épisodes, je pense. Donc, ça roule très bien. Puis, je dirais que c'est l'un des projets que j'aime le plus dans mon travail parce que ça me permet d'être en lien avec des femmes qui ont tellement de belles choses, tellement de choses euh, pertinentes à dire et ça me nourrit aussi
en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, ça me permet d'être plus à l'affût aussi de la vision d'autres femmes sur plein de thèmes. Ça me fait vraiment plaisir d'offrir cette plateforme-là, en fait, à des voix qu'on entend peu, à des thèmes qu'on aborde aussi très, très peu. Ça me rend fière, je dois dire, d'offrir du contenu plus inclusif aussi, d'offrir du contenu où toutes les femmes se sentent représentées. Donc, pour moi, Oui, c'est vraiment ce qui est au cœur. Par exemple, survivre sa sexualité en situation de handicap, c'est vrai que Mm-hmm. j'ai fait un épisode là-dessus. Oui. C'est un monde qu'on ne connaît pas en tant que femme valide, quoi, et qu'on n'imagine pas. Et ouais, c'est vrai qu'en parcourant, bien sûr, je n'ai pas encore eu le temps de tout écouter, mais tu abordes plein d'autres choses que peut-être tu n'as pas forcément le temps ou la possibilité d'aborder dans tes séances de coaching ou que peut-être tu seras confronté plus tard finalement. Oui, puis ce que j'aime, c'est que, tu sais, moi, j'ai une expérience aussi très, comment je peux dire, très unique, là, comme toutes les autres femmes. Et ce que j'aime, c'est que ces voix-là de femmes viennent et partagent plein de tranches de vie qu'elles ont vécues. Puis, tu sais, pour moi, c'est très important de m'entourer, en fait, d'expertes sur différents thèmes sur lesquels moi, comment je peux dire, je ne suis pas celle qui va s'improviser une experte pour parler d'un thème que je n'ai pas vécu et que je ne comprends pas bien. Donc, c'est vraiment pour ça que j'invite des femmes qui le vivent et qui ont des choses à dire sur ces thèmes-là pour que ce soit aussi très plus pertinent, plus complet. Et ça a été vraiment pour ça que j'ai mis sur pied, en fait, cette plateforme-là. Ok, c'est un peu prématuré comme question par rapport au podcast, mais est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu pourrais, en fonction de ton audience ou de l'intérêt que ça a, peut-être par des professionnels, je ne sais pas moi, de santé ou dans le milieu de la sexualité en général, le monétiser ou le sponsoriser ou faire des annonces? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages au niveau entrepreneurial du coup? Oui, je dirais que j'aimerais ça, en fait. C'est sûr que j'ai de l'ouverture face à ça. Ça me ferait vraiment plaisir de partager, évidemment, soit des produits ou des entreprises qui me plaisent et qui, je pense, plairaient aux femmes qui m'écoutent. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je sais pas, en fait, je pense qu'il faudrait, très honnêtement, que je me penche un peu plus là-dessus. Je connais pas nécessairement... comment je peux dire, je connais pas nécessairement les critères qu'il faut remplir pour être un podcast qui est assez écouté peut-être pour que les entreprises s'intéressent à ma plateforme. Mais c'est sûr que c'est dans les plans. J'aimerais vraiment ça en fait. Puis je dirais que pour l'instant, mon podcast fait partie de mon marketing de contenu parce que c'est le marketing que je privilégie. Donc, pour moi, le plus de contenu, le mieux c'est. Puis, je dirais que ça a pour fonction présentement de créer un lien plus intime aussi avec les femmes parce que je pense qu'à travers la voix, à travers le partage de mes expériences, ça tisse ce lien-là, qui est un lien très important et qui est en fait la base, qui est la première étape vers le coaching, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça la fonction principale de la plateforme en ce moment. Ok, oui, c'est vrai que c'est une question que je t'ai pas posée, que je pose parfois sur voilà, le côté très marketing de la chose. Tu viens de m'y répondre un petit peu. Toi, tu fais pas spécialement de pub, en fait, tu te fais vraiment connaître de manière organique. Oui, absolument, parce que je ne peux pas faire de pub, parce que Facebook, oui, c'est ça, Facebook ne me laisse pas en faire. Et puis, sur le coup, j'étais fâchée un peu. J'étais comme, ben là, tu sais, je trouve ça très dommage que mon contenu qui est très éducatif ne passe pas. Par contre, ça m'a permis de me développer un réseau de femmes, ça m'a permis de développer d'autres habiletés.
Et puis, je pense que je suis passée par-dessus cet obstacle-là, si on veut. Et c'est ça. Pour moi, pas le contenu, mais le marketing passe vraiment par le contenu et par les liens que je tisse aussi avec d'autres femmes, d'autres entrepreneurs qui sont dans des niches semblables à la mienne, donc qui ont des femmes dans leur communauté qui seraient très intéressées par ce que j'offre au fond. Mm-hmm. Bien sûr, ok. Ouais, je pensais que peut-être toi, Ah non, c'est vrai que tu parles de sexualité aussi très directement, très crûment, mais Ouais. parfois peut-être en utilisant... si dès le début, tu utilisais des termes peut-être plus doux, comme juste parler de cycle menstruel ou même juste de féminité sacrée, peut-être que je m'étais dit peut-être que ça passe, mais en fait non. Et Ouais, mais justement, ouais. par rapport au féminin sacré, c'est une notion que j'ai déjà abordée avec une invitée, mais j'aimerais bien que tu me la redéfinisses parce que je me suis pas repenchée sur le sujet assez depuis et pour moi c'est pas encore très clair. Qu'est-ce que tu entends par féminin sacré? C'est une excellente question. En fait, j'aborde plus ou moins ce concept-là sur mes plateformes. Pour être très honnête, dans mon contenu, c'est assez... Oui, je je t'en parle l'aborde pas. pas nécessairement. Hein? C'est vrai que tu en parles partout et pour autant, enfin, j'entends, je comprends, mais pourquoi cet axe est important, tu vois? Enfin, je préfère que tu le redéfinisses, voilà. Mhm. Oui, ben en fait, pour moi, le féminin sacré, je pense, puis tu sais, présentement, c'est un terme qu'on entend beaucoup et qui est très, j'oserais dire, galvaudé un peu parce que, bon, je pense que chaque femme l'interprète comme elle le veut bien. Pour moi, la féminité, ça passe vraiment beaucoup par le plaisir, par la reprise de, de son pouvoir. Et en termes de féminité sacrée, comme je l'ai dit tantôt, c'est sûr que j'aborde vraiment beaucoup le cycle menstruel. Donc, tout ce qui est notre nature cyclique. Donc, je dirais que pour moi, cet aspect-là est vraiment central. Parce que je pense que c'est en observant son cycle, c'est en se plongeant dans cet univers-là, dans cette boîte d'informations-là, en fait, qu'on peut réellement comprendre qui on est, ce qu'on vit, comment gérer un peu notre vie. Donc, je dirais que pour moi, ça passe principalement par ça. Par contre, j'essaie de me détacher, je ne sais pas si de façon consciente ou inconsciente, de me détacher un peu de ce mouvement-là. Parce que pour moi, j'ai l'impression que parfois, ça perd un peu de son sens. Donc, c'est bien que tu m'aies demandé un peu d'en parler parce que ben, c'est ça, j'essaie de me détacher, de ne pas utiliser nécessairement ce terme-là. Puis, c'est ça, D'accord. pour moi, ça passe un peu par ça. Puis, ouais, ouais. Non, mais du coup, là, tu vois, c'est un peu plus clair le fait que la sexualité, la féminité, le plaisir soient reliés aussi bah, à ce qu'on vit toutes quasiment, c'est-à-dire le cycle menstruel. Mhm, Euh, et je ne sais pas si c'est une notion, par exemple, qui est inclue dans une autre notion qui s'appelle du coup le sex empowerment. Je pense pas que mhm. il me semble que le cycle n'est pas inclus dedans. Enfin, comment toi tu définis le sex empowerment? Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup bah, dans la communauté de femmes dans laquelle tu es, mais aussi peut-être au Canada? Ouais, pour être honnête, je dirais que c'est un mot que j'avais jamais entendu, mais Ah, je trouve ok. ça intéressant. Puis ouais, je suis surprise en fait que tu me dises que le cycle n'est pas inclus, mais je pense C'est que c'est vraiment une quelque chose. supposition. Je suis pas sûre. Mhm, Bah, je viens de lire un livre, je viens de finir le livre bah, qui s'appelle Sex Empowerment, justement, de Camille Emmanuel, qui est une journaliste mhm. française spécialisée sur ces questions-là de psycho, sexo. Et Mhm. elle aborde énormément de sujets liés à la sexualité, donc le féminisme, le porno, enfin plein, plein, plein de Ouais. choses. Et je viens de le finir, mais donc bizarrement, je me souviens pas spécialement Mhm. de ce côté voilà, cycle qui a l'air si présent dans ce côté féminin sacré, en fait. Mhm. Oui, c'est vrai, puis c'est intéressant. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe aussi, mais j'ai l'impression que c'est encore nouveau d'associer ces deux concepts-là, donc d'associer le fait que notre cycle a un impact très grand sur notre
sexualité. J'ai l'impression que je suis peut-être précurseur un peu dans cette exploration-là, là, de façon très humble, en fait. Là, mais oui, je pense que c'est quelque chose qui est quand même nouveau, qu'on n'aborde pas nécessairement. Donc, oui, je pense que c'est intéressant. Puis, j'ai l'impression que c'est deux choses qui sont tellement tellement liées, mais qu'on ne fait pas nécessairement, qu'on n'en est pas consciente. Et c'est vraiment quand on se plonge là-dedans qu'on se rend compte qu'au fil de notre cycle, évidemment, que notre sexualité change, se transforme aussi. Donc, je pense que c'est très intéressant d'amener ça, mais c'est bien, en fait, le livre, je vais le mettre sur ma liste, ma très longue liste de livres à lire. On va pouvoir qu'on échange à ce propos. Dernière petite question de vocabulaire. Je t'ai pas reprise tout à l'heure là-dessus quand je t'ai demandé pour le podcast. Je te disais que le titre m'avait surprise. Alors, comme des lapins, non, je comprends la référence. C'est juste les préliminaires. Tu sais, quand on parle de préliminaires, il y a vraiment un gros débat aujourd'hui sur le mot préliminaire. Est-ce que c'est par rapport à ce script sexuel de préliminaires, pénétration, éjaculation et puis fin, quoi. Et du coup, pourquoi tu as utilisé ce mot-là? Est-ce que c'est préliminaire dans le sens premier du terme, de avant quelque chose, avant ton vrai projet, ta vraie activité, ou c'était vraiment forcément du coup lié à la sexualité et ce qu'on entend par préliminaire dans la sexualité pénétrative, si je puis dire? Ouais, c'est une excellente question, en fait. Ouais, j'ai pas nécessairement eu non plus de réflexion profonde face à tout ça. Je t'embête alors sur le vocabulaire. Non, mais je pense que c'est bien que tu le fasses. Je dirais que je suis très intuitive. Pour moi, je réfléchis vraiment beaucoup à plein de choses, mais il y a des choses sur lesquelles comment je peux dire, je le sens, c'est tout, tu sais, je me pose pas vraiment de questions. Mais oui, en fait, tu m'amènes à me questionner à travers tout ça, puis je pense que c'est intéressant d'avoir une discussion justement sur ce thème-là. Pour moi, quand je l'ai choisi, ça posait pas de problème. Je pense que le concept est intéressant en soi. Je pense qu'il faut pas nécessairement qu'on... comment je peux dire? Je pense qu'il faut pas nécessairement qu'on s'attaque au concept en tant que tel, mais qu'on remette en question. Puis je pense que c'est ce que j'offre aussi dans mon contenu. C'est ce que je dis aux femmes, c'est que c'est très important de redéfinir, en fait, ce que ça veut dire pour elles, la sexualité. Et si ça passe par plus de sexe oral, si ça passe par plus de pénétration, moins de pénétration, plus de partenaires. Bref, je pense que c'est important de se pencher là-dessus. C'est ce que j'offre. Fait que je trouve ça intéressant que tu amènes cette nuance-là, en fait. J'ai pas de réponse concrète à t'offrir, mais oui. Il n'y a pas de problème, c'est juste que voilà, c'est quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup en ce moment et que j'entends beaucoup aussi, en tout cas en France. Et justement, pour généraliser un peu plus, tu me disais que tu avais beaucoup de patientes, de clientes, je prends déjà pour un médecin. Oui. De clientes françaises et du coup canadiennes aussi. Est-ce que tu vois vraiment une différence de par nos éducations sexuelles ou nos ouvertures d'esprit? Et encore, je dis éducation sexuelle pour le peu qu'on a en France. Est-ce qu'il y a une différence ou pas du tout? C'est les mêmes questions? Oui, non, je pense que oui. C'est intéressant quand j'ai des discussions avec des femmes françaises aussi. Je sens une différence, mais j'ai l'impression que les enjeux restent les mêmes. Le travail, tu sais, mon approche ne change pas. Les enjeux restent les mêmes selon moi. Donc, je pense que l'ouverture à différents thèmes est différente. Mais j'ai l'impression que si les femmes me suivent, tombent sur moi, tombent sur mon contenu, elles ont déjà cette ouverture-là. Donc, je ne crois pas que ça représente nécessairement bien toutes les femmes françaises. Par contre, je pense que les femmes qui sont rejointes par ce que je partage ont déjà ce pas d'avance, si je peux dire. Et cette ouverture-là face au thème que j'aborde que je sens pas nécessairement un clash entre les deux. Ok. Oui, parce que finalement, tu disais tout à l'heure que finalement, la question principale restait autour de la perte de désir. Oui. Voilà, des deux, de tous les côtés, quoi. Ok.
J'ai pris beaucoup de temps, je suis désolée, mais j'avais beaucoup de questions à te poser. Ça va, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux me faire part, ou est-ce que tu as rencontré, peut-être pas, hein, mais des critiques, un combat, des obstacles depuis que tu as commencé à entreprendre dans la sexualité et à faire ce que tu fais aujourd'hui, que ce soit, je sais pas moi, au niveau de ta famille, tes amis, ton entourage ou la banque, peu importe. Oui. Oui, ben en fait, ce qui me vient en tête de prime abord, c'est surtout le fait que la sexualité est pas perçue comme étant essentielle à notre bien-être en tant que femme. Et c'est un mythe que j'essaie de défaire parce que beaucoup de femmes ne comprennent pas l'importance d'investir et de faire le travail sur soi pour travailler sur cette sphère-là de leur vie. Fait que je dirais que le principal obstacle, c'est surtout à ce niveau-là, offrir de l'éducation, de l'information pour que les femmes en prennent conscience et surtout qu'elles comprennent l'impact, comme j'ai dit dès le départ, qu'une sexualité plus épanouie peut avoir sur toutes les autres sphères de leur vie, que ce soit leur rôle de mère, dans leur couple, dans leur emploi, dans leurs différents projets créatifs, avec leurs amis. Bref, je pense que c'est important de comprendre ça. Sinon, je dirais que j'ai quand même été relativement chanceuse. J'ai un amoureux qui me supporte énormément, qui est là, qui est présent, qui est là pour moi. Donc, ça se passe vraiment bien. Je m'entoure de femmes exceptionnelles aussi qui m'aident, qui me supportent. Donc, à ce niveau-là, ça va bien. Sinon, évidemment, en tant qu'entrepreneur, c'est certain que l'instabilité financière fait partie du lot. Donc, j'y échappe pas, c'est certain. Par contre, pour moi, ça fait partie de mon apprentissage, puis ça fait partie du lâcher prise et de faire confiance. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, ça va bien. Mais sinon, principalement, c'est ça. C'est drôle quand j'essaie d'expliquer ce que je fais dans la vie à des nouvelles personnes. Je choisis selon la personne ce que je partage, en fait. Mais sinon, dans ma famille, les gens sont très compréhensifs. C'est quand même bien. Je dirais que mes parents ne saisissent pas toutes les subtilités du travail en ligne. C'est encore différentes plateformes qui sont inconnues. Mais dans l'ensemble, là, je pense qu'ils comprennent bien aussi ce que je fais comme travail. Puis non, ça passe très bien, en fait. Ouais, il n'y a vraiment pas de... Ouais, il n'y a vraiment pas de malaise à ce niveau-là. Oui, non, au niveau de la banque, je te dis ça parce que c'est le premier exemple qui m'est venu extérieur à l'entourage, etc. Parce que j'ai entendu plusieurs fois, moi en tout cas, tu es la première non-française que j'interroge. Et en fait, en France, on a pas mal de problèmes souvent, ne serait-ce que pour ouvrir un compte en banque, à partir du moment où on entreprend dans quelque chose qui est lié à la sexualité, parce que il y a une image de mafia, blanchiment d'argent, que sais-je, ou pornographie. OK. Je comprends. Et même quand on est, même pour une entreprise qui est apparemment déjà rentable, juste pour mettre de l'argent sur un compte, apparemment, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé, enfin, c'est l'exemple qui est venu, mais apparemment, c'est pas le cas pour toi, donc tant mieux. C'est plutôt, voilà, les débuts de l'entrepreneuriat comme dans n'importe quel domaine, quoi. Mais, et pour ce que tu disais au début, c'est vrai que la société en général ne comprend pas encore que la sexualité est quelque chose de fondamental, j'ai envie de dire, dans notre bien-être en général, en tant que femme. Tu penses que par contre, ça a été compris pour le bien-être des hommes, que la sexualité dans le bien-être des hommes est important, j'imagine? Oui, mais pas nécessairement de façon saine. Je pense qu'il y a encore beaucoup une idée préconçue comme quoi c'est un besoin vital chez les hommes et qu'ils ont le droit de comment je peux dire, d'obliger les femmes à combler ce besoin-là. Et là, évidemment, je n'inclus pas tous les hommes là-dedans, mais je pense que c'est quelque chose qui est répandu. Mais sinon, je me suis pas nécessairement penchée beaucoup sur la sexualité des hommes, donc je pourrais pas répondre, mais oui, en fait, je pense que ça a été compris à ce niveau-là, puis le travail reste à faire, surtout vraiment au niveau des femmes, pour que les femmes comprennent qu'elles ont le contrôle et qu'elles ont le droit de reprendre ce contrôle-là aussi. Ok.
Eh ben écoute, super, merci beaucoup. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Je pense qu'on finit très bien comme ça. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que la liberté et la sérénité de Marie-Pierre vous a autant inspiré que moi. Je vous mets toutes les références de cet épisode, son site et ses réseaux en description de l'épisode évidemment. N'hésitez vraiment pas à continuer de partager vos réflexions en commentaire de l'épisode, en plus des petites étoiles évidemment. Vous pouvez également m'envoyer un petit message privé, vous pouvez me contacter sur le contact Instagram talk-du8univers ou sur notre site internet talk-du6univers.com. Merci encore et à très vite.